L'enlèvement de Patty Hearst, tragédie dans une cage dorée. Introduction, une rencontre fatale du destin. Imaginez un monde où la richesse n'est pas seulement un moyen d'atteindre ses objectifs, mais un bouclier protecteur contre les épreuves de la vie. Un monde où le pouvoir n'est pas simplement un outil, mais un droit incontestable, permettant de franchir toutes les limites. Un monde où un nom de famille ouvre toutes les portes et sonne comme un mot de passe vers les sommets. C'est dans ce monde, scintillant d'or et imprégné d'un esprit de toute puissance, que Patricia Campbell Hearst, connue sous le nom de Patty, a grandi. Petite fille de William Randolph Hearst, le légendaire magnate des médias dont le nom est gravé dans l'histoire du journalisme comme symbole d'un empire, elle semblait intouchable. Sa vie semblait prédestinée au succès et à la prospérité. Cependant, dans la danse cruelle du destin, où chacun fait ses pas sous le regard de la fatalité, personne n'est à l'abri de sa perfidie. En février 1974, cette certitude fut impitoyablement brisée. Patty Hearst fut enlevée par un groupe radical de gauche connu sous le nom d'Armée de Libération Symbionnaise, ALS. Cet événement marqua le début d'une histoire tragique, pleine de questions et de contradictions, qui changea à jamais la vie de la jeune héritière. Cette histoire n'est pas qu'une simple chronique d'un crime. C'est une plongée abyssale dans les méandres de la psyché humaine, où les frontières ténues entre victimes et bourreaux s'effacent, et où les idéaux révolutionnaires se transforment en une farce sanglante. Ce récit explore comment la peur, les manipulations cruelles et une propagande implacable peuvent briser une volonté, renverser un système de valeurs et transformer un individu en un outil docile entre les mains de ceux qui convoitent le pouvoir. Première partie, la cage dorée et les premiers signes de la tempête. San Francisco, printemps 1974. Une ville vibrante, gorgée de couleurs et de contrastes, où l'écho de Woodstock résonnait encore, et où l'espoir du changement flottait dans chaque ruelle. Les hippies, avec leurs bus bariolés et leurs chants pour la paix, côtoyaient des groupes radicaux luttant pour les droits civiques et la justice sociale. C'est dans ce creuset chaotique que naquit une histoire qui allait à jamais transformer l'Amérique. Au cœur de cette époque tumultueuse, au sein même du quartier aisé de Berkeley, où luxe et pauvreté se côtoyaient, où l'odeur de la brise salée se mêlait au parfum de la liberté, vivait une jeune femme, Patricia Campbell Hearst, connue de tous sous le nom de Patty. Sa vie semblait sculptée dans le rêve américain, une éducation privilégiée, un collège prestigieux, des perspectives brillantes. Elle était la petite fille du magnate des médias William Randolph Hearst, maître d'un empire de journaux dont le nom résonnait dans tout le pays. La famille Hearst incarnait l'establishment américain, jouissant d'une influence et d'une richesse enviables. Mais derrière cette façade fastueuse, une fissure intérieure se cachait. L'atmosphère, plus formelle que chaleureuse, régnait en maître. Les échanges avec ses parents, bien que fréquents, portaient une ombre de froideur. Le vide intérieur de Patty semblait exiger d'être comblé, aspirant à quelque chose de plus que ce que lui offrait sa cage dorée. Prisonnière de ses privilèges, elle se sentait condamnée à une vie préécrite. Patty, jeune fille fragile aux grands yeux naïfs, ressemblait davantage à un oiseau doré emprisonné qu'à la maîtresse de son destin. Fruit de son environnement, élevée dans un monde où la richesse et le pouvoir régnaient en maître, elle semblait promise à un avenir tout tracé, un mariage réussi, une carrière honorable, une vie d'aisance. Mais le destin lui réservait bien autre chose, une épreuve qui allait transformer son existence et défier l'essence même du rêve américain. Sa vie était méticuleusement orchestrée, chaque aspect programmé, études, événements sociaux, rencontres savamment choisies pour correspondre au statut de sa famille. Elle aspirait à une liberté authentique, à des émotions sincères, à l'opportunité de transformer le monde. Mais ses rêves semblaient s'évanouir dans un océan de contraintes, imposées par sa famille et la société, exigeant d'elle une conformité rigide. Son fiancé, Steve Whedon, un étudiant sportif sans talents exceptionnels, avait conquis son cœur par son authenticité et sa simplicité. Leur relation évoquait une paisible anse dans la tempête de sa vie quotidienne. Cependant, même cette idylle ne parvenait pas à apaiser une inquiétude croissante, la prémonition d'un événement imminent. Alors qu'elle savourait les privilèges de sa position, une organisation radicale, l'Armée de Libération Symbioniste, ALS, se constituait dans l'ombre de la ville prospère. Fondée au début des années 1970 en Californie, cette organisation était un étrange mélange d'idéologie d'extrême gauche, de haine raciale et d'une soif maniaque de violence. Leur idéologie reposait sur un mélange de marxisme, de nationalisme noir et de visions utopiques d'une société idéale. Les dirigeants de l'ALS étaient de jeunes gens, souvent issus de la classe moyenne, attirés par des idées radicales et le désir de changement révolutionnaire. Une figure clé de l'ALS était Donald DeFries, plus connu sous le nom de 5, qui inspira le groupe à des actes de violence et de terrorisme.
Son charisme et ses vues radicales attiraient de nouveaux partisans, prêts à tous les sacrifices pour atteindre les objectifs fixés. L'objectif de la SLA était de renverser le capitalisme américain et d'instaurer une soi-disant république populaire. Pour y parvenir, ils recoururent à des méthodes terroristes, incluant des attaques armées, des enlèvements et des meurtres. Leurs actions semaient la peur et la terreur dans la société, tout en attirant l'attention du public sur les problèmes de racisme et d'inégalité sociale, considérés par la SLA comme les fondements de la société américaine. L'un des épisodes les plus célèbres liés à la SLA fut l'enlèvement de Patricia Hearst, la petite fille du magnate de la presse William Randolph Hearst, qui entraîna une série d'événements dramatiques, secouant toute l'Amérique. Le groupe, comptant quelques dizaines de membres, était dirigé par Donald DeFries, charismatique mais impitoyable, et également connu sous le nom de Général 5. Ils prônaient la violence comme unique voie pour atteindre leurs objectifs. Ils se présentaient comme des révolutionnaires luttant pour les opprimés, mais leur méthode était inacceptable, braquage à main armée, assassinat et, bien sûr, enlèvement. Le 4 février 1974 marqua un tournant, gravé à jamais dans la mémoire de Patty. Tôt le matin de ce jour-là, dans son appartement de Berkeley, elle entendit frapper à la porte. Ignorant le danger, elle ouvrit. Des hommes armés d'armes automatiques ont fait irruption, proférant des menaces avant de la jeter à terre et de la forcer dans le coffre d'une voiture. Commença alors une odyssée capable de briser sa vie. À cet instant fatidique, Patty ignorait que ses ravisseurs appartenaient à l'Armée de Libération Symbioniste, ALS, une organisation terroriste visant à combattre l'impérialisme et le capitalisme américain. Son enlèvement avait été minutieusement planifié, et sa vie ne serait plus jamais la même. Patty devint une prisonnière, une otage, un pion dans un jeu politique étranger. L'enlèvement de Patty Hearst, petite fille du magnate de la presse William Randolph Hearst, fut l'un des événements les plus médiatisés de l'histoire des États-Unis. L'ALS exigea la libération de Rudolph Contreras et Frédéric Mayer, emprisonnés pour meurtre. Ils ont également demandé la distribution de nourriture aux nécessiteux pour un montant de 70 millions de dollars, démontrant ainsi la motivation politique de leurs actes. Par la suite, Patty Hearst rejoignit ses ravisseurs, participant activement à un braquage de banque à San Francisco, 2 mois après son enlèvement, comme l'ont révélé les caméras de surveillance. Plus tard, elle fut arrêtée et condamnée, son cas suscitant de vifs débats sur l'impact de la torture, la pression psychologique et la possibilité du syndrome de Stockholm. Deuxième partie, prise en otage par la terreur, la transformation d'une victime. 1 point. Le souterrain, là où la peur devient réalité. Dans l'appartement d'un membre de l'Armée de Libération Symbioniste, ALS, Patty Hearst était enfermée dans un placard sombre et exigu. Les jours et les nuits se fondaient en un tout, rempli uniquement de peur, d'une solitude immense et de désespoir. En ce lieu où les souffrances physiques se mêlaient à une torture psychologique insupportable, Patty subissait des traitements cruels. Elle était privée de sommeil, privée de nourriture, et tout espoir était méthodiquement détruit. On lui répétait sans cesse qu'elle était l'ennemi du peuple et que sa famille incarnait le mal absolu, alors que son avenir dépendait entièrement de ses actes. Cette prison, où la lumière du soleil ne pénétrait jamais et où la peur était le seul compagnon constant, devint l'endroit où la volonté se brisait, la personnalité s'effaçait, et où le terrain était préparé pour la naissance d'une toute nouvelle personne, prête à endosser le rôle de camarade. La pression psychologique exercée sur Patty était calculée pour supprimer toute résistance et la forcer à la soumission. Pendant plusieurs semaines, sa vision du monde fut minutieusement revue, et toutes ses anciennes convictions et valeurs furent remises en question et détruites. 2.2. Tanya, la naissance d'une nouvelle identité. Après 2 mois d'humiliation et de manipulation incessantes, une Patty brisée commença à accepter les idées de la SLA. Elle adopta le nom de Tanya, en hommage à la révolutionnaire allemande Tanya Burger, symbole de lutte et de sacrifice. Cet acte symbolisait non seulement le rejet de son ancienne personnalité, mais aussi l'adhésion complète à une nouvelle idéologie, à un nouveau destin qui lui était imposé. Patty, autrefois une riche héritière, devint Tanya, une combattante pour la cause révolutionnaire, prête à tout pour atteindre les objectifs de la SLA. Ce processus de transformation, documenté et confirmé par des témoignages, dont ceux de Patty elle-même et des membres de la SLA, révèle la profondeur de l'emprise psychologique et la capacité des terroristes à manipuler leurs victimes, effaçant leurs anciennes convictions et forgeant une nouvelle identité, entièrement soumise à leurs desseins. On lui inculqua la conviction que sa famille l'avait abandonnée et qu'elle devait se consacrer à la lutte pour la libération des opprimés. Sous la pression, elle fut contrainte de faire plusieurs déclarations condamnant sa famille et exprimant son soutien total à la Symbionese Liberation Army, SLA.
son apparence subit des changements, elle changea de coiffure et porta un uniforme militaire. Mais c'est une transformation intérieure encore plus profonde qui s'opéra. La peur de la mort et la soif de survivre la transformèrent d'une victime en un instrument sans volonté entre les mains de ses ravisseurs. Le 12 avril 1974, 2 mois après son enlèvement, Patty, désormais connue sous le nom de Tanya, participa au braquage de la banque Hibernia à San Francisco. Armée d'un fusil d'assaut, elle menaça, avec les membres de la SLA, les employés et les clients de la banque. Son implication dans ce crime choqua profondément le public et ses proches. Les images des caméras de surveillance montrant Patty avec une arme firent le tour du monde. Cette scène devint un symbole puissant de sa transformation, passant du statut de victime à celui de complice, témoignant de sa soumission totale à la volonté de ses ravisseurs. Pour certains, elle devint un symbole de révolution, pour d'autres, une victime du syndrome de Stockholm. Il s'agit de Patricia Camprell Hearst, héritière d'une immense fortune, petite fille du magnate de la presse William Randolph Hearst, dont la vie bascula lorsque le groupe radical d'extrême gauche Symbionese Liberation Army, abrégé SLA, l'enleva en 1974. L'organisation criminelle ne se limita pas à l'enlèvement de la riche héritière. Après le braquage de la banque en avril de la même année, la SLA commis plusieurs autres crimes, notamment des meurtres. Patricia Hearst prit part à la planification de ces crimes, mais le degré de son implication reste aujourd'hui encore un sujet de vive controverse. Certains affirment qu'elle était une membre active du groupe, partageant sans hésitation leurs idéaux radicaux et participant à des actes de violence. D'autres soutiennent qu'elle a agi sous la contrainte, captive de ses ravisseurs et craignant pour sa vie. L'enquête sur l'affaire SLA s'est déroulée sous une forte pression publique. Le Bureau fédéral d'investigation, FBI, suivait attentivement chaque mouvement du groupe, se rapprochant pas à pas de la résolution des crimes. Des recherches à grande échelle des membres de SLA ont été organisées, couvrant d'immenses territoires. Les médias ont suivi de près le déroulement de l'enquête, attisant l'intérêt et suscitant une large résonance publique. La réaction de la société à l'affaire Patricia Hearst a été extrêmement contradictoire. De la stupéfaction à la condamnation, ainsi peut-on caractériser l'éventail des sentiments éprouvés par les personnes qui suivaient l'évolution des événements. Certains ont compati à la jeune héritière, prise au piège des circonstances. D'autres, au contraire, l'ont condamnée, voyant en elle une complice des crimes. L'affaire Patricia Hearst a profondément divisé l'Amérique, soulevant d'innombrables questions sur la nature du terrorisme politique, de la violence et de la psyché humaine. Elle a été à la fois condamnée et plainte. Certains l'ont qualifiée de terroriste et de traîtresse, tandis que d'autres la voyaient comme une victime d'enlèvement et de violences psychologiques. Les médias ont joué un rôle clé dans la formation de l'opinion publique. Les journaux regorgeaient de titres consacrés à Tanya, à ses actions et à ses liens avec l'armée de libération symbionnaise, SLA. Le débat sur la nature de sa participation au crime n'a jamais cessé. Le 18 septembre 1975, 1 an et demi après son enlèvement, Patty Hearst a été arrêtée. Elle a été accusée de braquage de banque et d'autres crimes. Son procès est devenu l'un des plus médiatisés de l'histoire des États-Unis d'Amérique. L'accusation a insisté sur le fait que Patty était un membre actif de la SLA et devait être puni pour ses crimes. Lors du procès, les procureurs ont présenté des preuves accablantes, attestant de sa participation au braquage d'une banque en février 1974. Ils ont également affirmé qu'elle avait volontairement pris part à d'autres méfaits commis par l'armée de libération symbioniste, ALS. Des témoignages, notamment ceux de membres de l'ALS, ont confirmé son implication dans les activités du groupe et sa participation à la planification et à l'exécution de crimes. Cependant, la défense a insisté sur le fait que Patty était soumise à une forte pression psychologique, contrainte d'obéir à ses ravisseurs. Les avocats ont présenté des éléments prouvant qu'elle craignait pour sa vie et était manipulée par les membres de l'ALS. Le verdict du tribunal a déclaré Patty Hearst coupable du braquage de banque. La défense a persisté à plaider la contrainte et la victimisation de Patty, soumise à une violence psychologique intense. Le procès, une bataille pour la vérité. Le procès de Patty Hearst, petite fille du magnate de la presse William Randolph Hearst, s'est transformé en une lutte acharnée pour la vérité. Les témoignages et les preuves présentées par l'accusation et la défense ont dressé un portrait complexe et contradictoire des événements. L'accusation a apporté des preuves significatives, confirmant la participation active de Patty au braquage d'une banque à San Francisco en février 1974, ainsi qu'à d'autres crimes commis par l'armée de libération symbioniste, ALS. Parmi les preuves, des photographies issues des caméras de surveillance montraient clairement Patty, une arme à la main, en pleine action lors du braquage.
Des témoignages accablants corroborant sa présence sur les lieux du crime venaient renforcer ses accusations. La défense, quant à elle, s'est efforcée de persuader le jury que Hirst avait agi sous l'emprise de la peur, de la pression psychologique et des manipulations exercées par les membres de l'armée de libération symbionnaise. Les avocats ont présenté les témoignages d'experts en psychologie ayant analysé le comportement de Patty, ses journaux intimes et d'autres documents, dans le but de prouver qu'elle était soumise à un état de dépendance psychologique. La défense a souligné que Hirst avait été enlevé par l'ALS en février 1974 et avait passé plusieurs mois en captivité, subissant des violences physiques et psychologiques, ce qui aurait pu briser sa volonté et la forcer à commettre des actes contre son gré. Les experts ont affirmé que l'isolement prolongé, les menaces de mort et les manipulations pouvaient avoir conduit Hirst à devenir victime du « syndrome de Stockholm », phénomène où une otage développe de la sympathie pour ses ravisseurs. Le verdict, une onde de choc après un procès long et complexe, le jury a déclaré Patty Hirst coupable du braquage de la banque. Le verdict a été rendu 63 jours après le début du procès, et Patty a été condamnée à 7 ans de prison. Le juge a prononcé une peine inférieure à la peine maximale, qui était de 20 ans. Le verdict a suscité une vive réaction dans la société. Beaucoup ont ressenti de la compassion pour Hirst, la considérant comme une victime des circonstances, tandis que d'autres étaient convaincus de sa culpabilité. Certaines personnes ont exprimé leur indignation face à la relative clémence de la sentence de Hirst, tandis que d'autres jugeaient la peine trop sévère compte tenu des circonstances. Par la suite, le président Jimmy Carter a réduit sa peine, et Patty Hirst a été libérée après 22 mois. Plus tard, en 2001, le président Bill Clinton l'a graciée. Certains considéraient la décision comme juste, d'autres comme excessivement rigoureuse. Après le verdict, Patty Hirst a passé près de 4 ans derrière les barreaux. Cependant, grâce au soutien public et à l'influence de sa famille, le président Jimmy Carter a commué sa peine. En 1979, elle a été libérée. La libération de Patty a marqué un tournant dans cette histoire complexe. Ce fut le moment où la victime devenue criminelle a eu une chance de retrouver une vie normale. Mais sa vie ne serait plus jamais la même. Le retour à la liberté s'accompagnait de nouveaux défis, notamment la recherche d'une nouvelle identité. Après sa libération, Patty Hirst tenta de se reconstruire. Elle épousa son garde du corps, Bernardo Shaw, et donna naissance à 2 enfants. Au cours des années 80, après de longues batailles judiciaires, Patty parvint à restaurer sa réputation. Elle publia un livre où elle raconta sans détour ses épreuves et comment elle avait été forcée de participer à des actes criminels. En 1999, le président Bill Clinton lui accorda sa grâce, ajoutant ainsi le point final à cette histoire controversée. Elle reprit le cours de sa vie, mais les cicatrices laissées par son enlèvement et son appartenance à l'armée de libération symbiotique restèrent à jamais gravées en elle. Patty devint le symbole d'une relation complexe entre victime et criminel, entre liberté et peur, traversant des épreuves qui transformèrent sa vie à jamais. Elle comprit que son histoire servait d'avertissement à tous ceux confrontés à des circonstances extrêmes. Les conséquences psychologiques eurent un impact profond sur sa personnalité. L'affaire Patty Hirst est devenue l'un des exemples les plus célèbres du syndrome de Stockholm, un phénomène psychologique où les otages commencent à ressentir de la sympathie, voire de l'affection, pour leurs ravisseurs. Des experts en psychologie ont mené de nombreuses études pour tenter de comprendre ce qui s'est passé pour Patty. Ils ont conclu qu'elle était victime d'un système complexe de manipulation et de pression psychologique qui ont modifié son comportement et ses convictions. Patty a, en fait, subi un processus où la peur et la dépendance se sont entrelacées, créant une illusion de sécurité en présence de ses ravisseurs. Finalement, sa personnalité a subi des changements significatifs, reflétés dans ses actions et ses opinions. De plus, l'affaire Patty Hirst a eu un impact significatif sur le développement de la criminalistique et des forces de l'ordre. Elle a démontré l'importance de l'analyse psychologique dans les enquêtes sur les enlèvements et le terrorisme. L'enquête sur cette affaire a révélé la nécessité de prendre en compte l'état psychologique de la victime et de comprendre les mécanismes susceptibles d'influencer son comportement. Cette histoire, survenue dans la seconde moitié du XXe siècle, a conduit à une reconsidération des méthodes de travail des forces de l'ordre et de la nécessité de prendre en compte les aspects psychologiques des crimes. Le Federal Bureau of Investigation, FBI, et d'autres forces de l'ordre ont considérablement amélioré leurs méthodes de travail avec les otages, en s'appuyant sur une compréhension approfondie des mécanismes psychologiques à l'œuvre dans de telles situations. Ces changements sont nés d'une analyse approfondie de nombreux incidents, dont des affaires médiatisées, illustrant la complexité et les multiples facettes de l'emprise psychologique sur les victimes. L'affaire Patty Hirst,
enlevé en 1974 par l'Armée de Libération Symbionnaise, ALS, est un exemple saisissant de la fragilité de l'esprit humain face à la peur et à la manipulation. Cette tragédie montre comment les idéaux révolutionnaires peuvent dégénérer en une farce sanglante et comment une victime peut devenir complice de crimes. En examinant l'affaire Hearst, plusieurs leçons clés se dégagent. Premièrement, la prudence est de mise. Une approche critique des idéologies prônant la violence et la haine est la première étape pour se protéger de la manipulation. Il est crucial de se rappeler que des slogans attrayants peuvent cacher des forces destructrices, capables de briser la volonté d'une personne. Deuxièmement, la résilience est essentielle. La peur et la manipulation sont des armes puissantes, mais il est possible d'y résister. Croire en ses propres valeurs et principes, et avoir conscience de son identité, est le socle qui aide à tenir bon dans une situation critique. Même ceux qui basculent dans la criminalité peuvent être victimes des circonstances, de pression psychologique et de manipulation. Comprendre cela permet de juger les situations avec objectivité et de chercher des solutions aux conflits, sans tomber dans la condamnation aveugle. L'histoire de Patty Hearst est une danse éternelle. Une danse où les rôles de victime et de criminel s'entremêlent, où la liberté côtoie la peur et l'espoir le désespoir. Elle nous rappelle que même dans les situations les plus complexes, la conscience, la résilience et la compassion restent indispensables. Cette histoire nous met en garde contre un monde dominé par la violence et la manipulation, où personne n'est à l'abri. Il semble parfois que nous construisons nos propres prisons, nous enfonçant volontairement dans des labyrinthes dont il est difficile de s'échapper. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, l'espoir subsiste. L'espoir de guérison, de libération et de retour à soi. L'histoire de Patty Hearst, petite fille du magnate de la presse William Randolph Hearst, illustre parfaitement cette réalité complexe. En février 1974, à l'âge de 19 ans, Patty fut enlevée par l'Armée de Libération Symbionnaise, ALS. Initialement, l'ALS exigeait de sa famille une somme de 4 millions de dollars en nourriture pour les nécessiteux, en échange de sa libération. Cependant, 2 mois après son enlèvement, Patty annonça son adhésion à l'ALS, adoptant le nom de Tanya. Elle prit part à des braquages de banques et à d'autres crimes. Le procès de Patty Hearst devint l'un des plus médiatisés de l'histoire des États-Unis. Les avocats de la défense soutenaient qu'elle était victime d'un lavage de cerveau et contrainte de commettre des crimes sous la menace de mort. L'accusation insista sur le fait que Patty agissait de son plein gré. Le jury l'a reconnue coupable de vol à main armée. Elle fut condamnée à 35 ans de prison, mais sa peine fut commuée par le président Jimmy Carter, et elle fut libérée en 1979. L'affaire Patty Hearst continue de susciter de nombreuses interrogations. Aurait-elle pu échapper à ce destin tragique? Était-elle victime ou criminelle? Qu'auriez-vous fait à sa place? Comment vous sentiriez-vous en sachant que ceux en qui vous aviez confiance vous ont trahi? Qu'est-ce qui est le plus important, la justice ou la compassion? L'histoire de Patty Hearst est un miroir qui reflète les aspects sombres de la nature humaine, la complexité des choix moraux et le prix de la survie sous une pression extrême. C'est un rappel que même dans les circonstances les plus extrêmes, la question du libre arbitre et de la responsabilité reste ouverte. Dans un récit où l'argent et l'influence dictent les règles, même ceux qui semblent protégés du malheur peuvent se retrouver vulnérables. Le récit nous rappelle l'importance de l'humanité, la nécessité de défendre ses principes et que même dans les périodes les plus sombres, il ne faut jamais perdre espoir en un avenir meilleur. C'est un récit d'une perte d'innocence, d'une transformation d'un symbole de luxe en une créature vulnérable, d'une quête de soi dans une réalité où la vérité ressemble à une illusion. Dans un monde où les barrières sociales et les inégalités de classe dictent les destins, un personnage, autrefois privilégié, se retrouve confronté à une réalité impitoyable. Cette expérience rappelle que ni la richesse, ni le statut social élevé ne protègent de l'injustice. Le récit souligne l'importance de préserver l'humanité, la compassion et l'empathie, même dans les situations les plus ardues. Il incite à lutter pour ses convictions et ses idéaux, quelles que soient les circonstances. Des exemples tirés de l'histoire et de la littérature, où des individus ont surmonté l'adversité pour défendre leurs droits et leurs croyances, le confirment. L'histoire raconte la transition d'une existence insouciante à une prise de conscience de la dure réalité. Une transformation survient, privant le héros de son innocence et l'exposant à une expérience amère. Ceci fait l'écho à un motif fréquent dans la littérature universelle, où les personnages traversent des épreuves afin de se découvrir et de trouver une force intérieure. Le récit aborde également la question de la vérité et des illusions. Dans un monde où la réalité est souvent déformée et falsifiée, la quête de la vérité devient une tâche ardue.
Le personnage se retrouve plongé dans un labyrinthe d'intrigues et de tromperies, luttant pour tracer son chemin et déchiffrer le sens des événements. Cette épreuve souligne l'importance cruciale de la pensée critique et de la capacité à discerner la vérité de l'illusion.